Mes chers compatriotes, je voudrais faire aujourd'hui une vidéo de référence pour passer au crible un certain nombre d'affirmations très importantes formulées par Éric Zemmour. Il a été lancé notamment par la chaîne de Bolloré dans un objectif précis, essayer de capter une partie de l'électorat qui serait patriote, des anciens du RPR, etc., ou gaullistes, pour les emmener dans une direction qui est une direction fondée sur une vision absolument dramatique de l'avenir de la France, submergée par l'islam, le grand remplacement, une vision racialiste et raciste d'ailleurs pour laquelle il a été condamné, mais surtout, en exemptant toute question sur l'Union européenne, sur l'euro et sur l'OTAN. Il me semble qu'il est important de démasquer, en fait, c'est un imposteur, de démasquer toutes les inepties, les mensonges, les erreurs, et surtout tout ce qui l'occulte pour faire prévaloir une idée fondamentale qui serait, en définitive, que la France serait d'abord et avant tout menacée par l'islam, que ce serait son point numéro un, que tout le reste serait accessoire, et que surtout, il faudrait rester dans l'Union européenne, dans l'euro et dans l'OTAN, et que d'ailleurs ça ne servirait à rien d'en sortir. M. Zemmour a notamment eu l'occasion de répondre à 3 reprises pourquoi il était contre le Frexit. On commence par un débat avec Onfray. Écoutez ce passage. Alors, pas Frexit. Et je m'explique tout de suite. Je pense que nous ne sommes pas l'Angleterre. C'est une révélation que je vous fais ce soir. Ouais. Nous ne sommes pas l'Angleterre pour 2 raisons. Géographique, c'est une évidence, nous ne sommes pas une île. Mais surtout, je dirais, puisque Michel, au tout début de notre conversation, a dit que je m'étais formé dans les livres, il a tout à fait raison. Et je pense que l'histoire, en particulier l'histoire du XXe siècle, est fondamentale pour comprendre la différence entre Frexit et Brexit. En fait, la France a, pendant plusieurs siècles, guerroyé toute seule contre toute l'Europe financée par l'Angleterre. Si on veut résumer l'histoire de France pendant plusieurs siècles, c'est ça. Arrêtons-nous là. Ce que dit Zemmour est complètement faux. C'est un mensonge. Alors on va entrer dans le détail, parce que moi j'aime bien les détails. Donc il dit que pendant des siècles, la France a été toute seule face à des coalitions financées en sous-main par l'Angleterre. Mais c'est faux. Mais on va remonter, disons, à l'âge classique avec Louis XIV. Avec Louis XIV, on a la guerre franco-espagnole, qui date de 1635, ça commence sous Louis XIII, jusqu'à 1659. C'est dans le cadre, notamment, de la guerre de 30 ans, qui va durer de 1618 à 1648. On constate que la France, elle est unie avec les Provinces-Unies, c'est-à-dire les Pays-Bas, avec l'Angleterre, contrairement à ce que dit Zemmour, et avec le duché de Savoie. Ça se termine par une victoire française et par le traité des Pyrénées. Alors déjà, on voit que la France n'était pas toute seule. Et deuxièmement, on voit que la France était coalisée avec l'Angleterre et avec les Provinces-Unies. Donc déjà, ce que dit Zemmour, c'est faux. Autre guerre très importante du règne de Louis XIV, la guerre de Hollande, qui date de 1672 à 1678. Et on voit que la France est dans une coalition avec l'Angleterre, la Suède, l'électorat de Cologne. Quand on dit l'électorat, c'est électeur du Saint-Empire romain germanique, et la principauté épiscopale de Münster. La France triomphe, donc ce que dit Zemmour est faux, ça n'a pas de sens. Ensuite, il y a la fameuse guerre de succession d'Espagne. Vous savez que lorsque le roi d'Espagne meurt, il y a un testament où il lègue l'Espagne à Philippe, le petit-fils de Louis XIV. Donc il va y avoir cette guerre qui va durer 13 ans, de 1701 à 1714, qui se soldera notamment par le traité d'Utrecht de 1713. Mais si on regarde bien les co-belligérants, eh bien la France n'est pas du tout toute seule, puisque elle est soutenue par l'Espagne, puisque justement Louis XIV a accepté le testament de Charles II. Elle est également soutenue par la Bavière et l'électorat de Cologne. L'Angleterre a été tout à fait partie prenante contre nous, cette fois-ci contre la France. Donc vous voyez que la vision que Zemmour a de l'histoire de France est complètement fausse. La France n'a pas été toujours en conflit avec l'Angleterre. Elle l'a été souvent, mais par les exemples précédents que j'ai montrés, elle était au contraire alliée de la France. Bien après les grandes guerres de Louis XIV, passons aux guerres
de Louis XV. Il y a eu en gros les 3 guerres sous Louis XV. D'abord la guerre de Pologne, qui s'étend de 1733 à 1738 et qui va se solder par une victoire de la France et de l'Espagne sur l'Autriche. Mais comme on le voit sur ces belligérants, on découvre que la France est alliée dans cette guerre de Pologne avec donc les partisans de Stanislas Leczinski de Pologne, mais également avec le royaume d'Espagne, le royaume de Sardaigne et le duché de Parme, puisque l'Italie n'est pas à l'époque unifiée. Louis XV se marie avec Marie Leczinska, c'est-à-dire la fille de Stanislas Leczinski, mais Stanislas Leczinski perd le royaume de Pologne, il vient s'installer à Nancy et il va en fait s'installer en France. Voilà. Donc on peut pas dire que ce soit un grand triomphe de la France. Donc encore une fois, ce que dit Zemmour, qui dit que la France toute seule triomphait de toutes ces batailles contre les coalitions européennes, c'est faux. C'est encore une fois faux. Deuxième guerre sous Louis XV, c'est la guerre de succession d'Autriche. C'est une date de 1740 à 1748. Elle va se solder par le traité d'Aix-la-Chapelle. Regardez les belligérants. C'est comme toutes ces guerres sous le Grand Siècle et au XVIIIe siècle, les fameux siècles qu'évoque Zemmour. Eh bien, on voit que d'un côté, on avait la France alliée à la Prusse, alliée à l'Espagne, alliée à l'électorat de Bavière, au royaume de Naples, au royaume de Suède, qui est une grande puissance à l'époque, à la République de Gênes, à l'électorat de Saxe, qui sont donc, et même aux Jacobites, qui est une faction anglaise. Donc on voit qu'il y a de part et d'autre dans cette guerre de succession d'Autriche, bien des coalitions, et la France n'est pas du tout toute seule. Voilà, la France n'est pas du tout toute seule. Là, pour le coup, elle est effectivement face à l'Angleterre. Et bien enfin, la dernière guerre sous Louis XV importante, c'est la guerre de 7 ans, qui date de 1758 à 1763, et qui va se solder par une victoire anglo-prussienne avec la Grande-Bretagne qui va s'imposer comme puissance mondiale dominante, la Prusse qui devient une puissance incontournable, la France qui perd beaucoup d'influence après 1763, c'est une catastrophe pour la France. Et donc, en fait, on a d'un côté le Royaume-Uni, la Prusse, l'électorat de Brunswick-Lunebourg, de l'autre côté, on a le Royaume de France, la monarchie de Habsbourg et l'Empire russe. Donc on ne peut pas dire que la France n'est pas toute seule. Alors passons ensuite, sous Louis XVI, la guerre d'indépendance américaine. La France va donc aider les insurgés américains contre le Royaume-Uni, mais bientôt l'Espagne et les Pays-Bas vont décider de se joindre aux côtés de la France. Louis XVI va engager ses forces navales dans la guerre d'Amérique. En fait, vous le savez, c'est la Grande-Bretagne qui sera battue, mais la France n'est pas toute seule. La France, elle est au milieu d'une très large coalition, en définitive. Encore une fois, ce que dit Zemmour est faux, ça n'a pas de sens. En 1827, donc là on est sous Charles X, on est après l'effondrement du Premier Empire, eh bien il y a une coalition entre la France, la Russie et le Royaume-Uni et l'Angleterre pour délivrer en fait la Morée, ce qu'on appelle la Morée, c'est-à-dire la Grèce d'aujourd'hui, la libérer de l'emprise de l'Empire ottoman. Cette guerre ne correspond pas du tout à la description que Zemmour fait des guerres menées par la France. Après ça, on avance encore avec une autre guerre importante qui est la guerre de Crimée. Les Russes ne font pas mystère de leur volonté de reconquérir Constantinople, ou plus exactement de libérer Constantinople de la mainmise ottomane qui datait de 1453. Donc les Français n'ont pas envie de voir arriver les Russes qui veulent devenir eux aussi protecteurs des lieux saints en Palestine, notamment à Jérusalem. Donc on va avoir une alliance nouvelle entre les Anglais, les Français et les Ottomans, Abdülmecid Ier, contre la Russie. Encore une fois, ça n'a aucun rapport avec la présentation qu'en fait Zemmour. La France n'est pas toute seule, la France est alliée avec l'Angleterre. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'il dit. Et puis alors après, toujours sous Napoléon III, encore une guerre. C'est l'expédition franco-britannique pour ce qu'on appelle la Seconde Guerre de l'opium, où cette fois-ci, la France, toujours alliée avec l'Angleterre, et en plus de ça avec un nouvel allié qui sont les États-Unis d'Amérique, eh bien, va s'attaquer à l'Empire de Chine. C'est la fameuse expédition de Palikao de 1860 qui va mener, en fait, progressivement au morcellement puis à la destruction de l'Empire chinois, où la France, donc, sera en coalition avec l'Angleterre. Voilà. Alors, ajoutons encore à ceci
eh bien, la guerre franco-allemande dont nous parle Zemmour. Puisque Zemmour dit que jusqu'à 1870, la France était toute seule face à des coalitions européennes financées par l'Angleterre. On voit que c'est complètement faux. Ça n'a, mais alors, aucun rapport avec la réalité. On peut peut-être trouver un semblant de quelque chose pendant les guerres napoléoniennes. Voilà. Mais tout le reste, c'est archi faux. Bon, Zemmour ment, ou plus exactement, c'est un autodidacte qui dit n'importe quoi, qui ne maîtrise pas son sujet et qui essaie d'en foutre plein la vue à un public français qui malheureusement est trop ductile et naïf et crédule et qui croit ce que raconte ce monsieur. Après ça, il nous dit que le grand traumatisme, ce serait la guerre de 1870. 1870, la France a découvert, effaré. C'est un traumatisme qu'on a oublié aujourd'hui, mais qui se voit dans les textes de Renan, de Michelet, de Victor Hugo, d'un traumatisme inouï. Et même de Marx et Engels, qui ont sablé le champagne ce soir-là, parce que ça leur permettait de démolir votre copain Proudhon, le représentant des idées françaises à gauche. La France s'est rendue compte qu'elle pouvait être battue par un seul pays, la Prusse. Je vous passe les détails, 14, puis 40. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que la France, contrairement à l'Angleterre, qui a gagné toutes ses guerres depuis 3 siècles, Bainville dit, il faut se méfier, à chaque fois que l'Angleterre rentre dans une guerre, on sait qu'elle a gagné. C'est incroyable. Il explique que là, pour la première fois, la France, toute seule, qui avait battu tous les pays toute seule, ce qu'il faut, aurait été face à un pays tout seul, et cette fois-ci aurait été battue. C'est n'importe quoi. Il dit face à la Prusse, mais la France n'a pas été seule face à la Prusse. Elle était également face à tous les pays allemands qui vont progressivement entrer dans le Deuxième Reich bismarckien. C'est-à-dire que la France, elle est face à la Prusse, mais elle est face au royaume de Bavière, elle est face au Grand-Duché de Bade, elle est face au royaume de Wurtemberg, elle est face au Grand-Duché de Hesse. Donc elle est face à tout ce qui est devenu aujourd'hui des Länder d'Allemagne, mais qui sont des pays indépendants les uns des autres. On a donc une guerre franco-allemande que l'on peut dire, mais c'est la Prusse en est évidemment le fer de lance, mais on ne peut pas dire que ce soit une guerre de la France seule face à la Prusse seule, c'est faux. Ce qui est vrai, c'est que la France, elle va perdre, pendant quelques dizaines d'années, elle va perdre l'Alsace et un morceau du département de la Moselle, et qui vont être phagocytés par l'Empire allemand, le Deuxième Reich, qui va être proclamé en 1871 dans la Galerie des Classes à Versailles pour humilier les Français. Tout ça est exact. Eine Parade über die Avenue Foch beschließt diese Stunde der Ehrung. Et puis alors après, effectivement, il y a les années 1930, 1940 que tout le monde, hélas, connaît, et la France battue par l'Allemagne hitlérienne. Dans un premier temps. Down the famous Champs-Élysées to the Place de la Concorde, Frenchmen walk again in their own lovely city. Mais au bout du compte, là, c'est quand même l'Allemagne qui a été écrasée par une coalition où la France faisait partie des vainqueurs avec les États-Unis d'Amérique, le Canada, l'Angleterre, les Dominions, qu'il ne faut pas oublier, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, et puis également, bien sûr, et avant toute autre chose, l'Union soviétique, puisque je ne cesse de le répéter, cette évidence, mais que beaucoup de Français ont perdu de vue, en tout cas les jeunes, parce qu'ils écoutent trop la télé, ils écoutent trop les séries américaines et les films américains. La puissance qui a écrasé le nazisme et qui a écrasé Hitler, c'est l'Union soviétique. Que ça plaise ou pas, c'est Staline avec la bataille de Stalingrad, puis la bataille de Koursk. C'est ça qui a écrasé Hitler. Ce ne sont pas les États-Unis, dont le théâtre d'opération pendant la Seconde Guerre mondiale était essentiellement, du moins jusqu'en 1944, concernait essentiellement le Pacifique, la guerre du Pacifique contre le Japon. En attendant, lorsque la France, grâce à De Gaulle, est considérée comme faisant partie des puissances victorieuses, la France obtient un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et la France n'a pas voulu faire la construction européenne parce elle avait son traumatisme de 1870. Nous devons faire donc avec le peuple français d'aujourd'hui, qui ne supporte plus de ne pas avoir des alliés, qui ne supporte plus de ne pas être dans... Vous voyez, d'être... Donc il faut rester attaché à l'Union. Exactement. Donc, nous ne pouvons pas sortir.
S'il y a eu la construction européenne, je l'ai déjà expliqué 50 fois, c'est parce qu'il y avait les États-Unis qui étaient à la manœuvre derrière pour essayer progressivement de transformer le continent européen en une zone vassalisée par Washington, en imposant contre rime et raison la nécessité de fusionner entre des pays que tout sépare. Je l'ai déjà dit, la déclaration Schuman a été conçue dans les services du département d'État américain et les États-Unis ont poussé considérablement, d'une part, la création de l'OTAN, d'autre part, la création du marché commun, qui était la face militaire et la face civile de la même médaille d'asservissement de l'Europe occidentale aux États-Unis d'Amérique. Aucun rapport avec le prétendu fantasme d'une France qui ne se serait toujours pas remise d'avoir été battue à Sedan en 1870. Mais c'est vraiment se moquer du monde. C'est vraiment, d'une certaine façon, se payer la tête des Français qui gobent ce genre de bobards. Si moi je me bats pour que les Français sortent de l'Union européenne, c'est pour qu'ils récupèrent leur souveraineté. Et on a des gens qui nous disent comme Zemmour, non mais attendez, vous allez pas savoir faire votre ménage, vous allez pas savoir repasser vos chemises. Et il le dit sous une autre forme en disant, mais rendez-vous compte de ce qui s'est passé en 1870, vous avez été battus. Vous comprenez comment ça marche? En fait, c'est un bonimenteur dont l'action politique, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été catapulté par Bolloré et consorts, l'action politique, c'est d'essayer d'empêcher les Français de comprendre quelle est la voie de leur salut, c'est-à-dire de sortir de l'Union européenne. Alors on va voir maintenant la même chose dans un deuxième entretien où il est intervenu, donc c'était dans Livre Noir, et où on lui demande, bon alors, et la sortie de l'Union européenne. Et regardez ce passage, il est assez extraordinaire. Le débat sur le Frexit, puisque c'est ça où vous voulez m'amener, est un de ces débats dont je vous parlais tout à l'heure, qui détourne, malheureusement. Parce que même Darmanin parle de Frexit migratoire sur les propositions. Les positions de LR ? Oui. Non. Là, il est de mauvaise foi. Bien sûr. Les Danois sont dans l'Europe et ils ont négocié sur l'immigration. Dès le début. Ce qu'ils appellent une opt-out, c'est-à-dire que leur souveraineté est entière sur ce thème-là. Nous pourrions très bien faire la même chose, même si c'est a posteriori. Je ne vois pas la Commission de Bruxelles nous expulser de l'Europe pour cette raison. C'est incroyable. C'est-à-dire que Zemmour explique tout de suite que non, il n'est pas là pour faire sortir de l'Union européenne. Il dit que l'impopularité de l'immigration ne doit pas être un motif pour mettre à bas l'Union européenne. C'est-à-dire c'est un raisonnement complètement à l'envers. Hein. C'est quelque chose d'incroyable, en fait. Il sort tout de suite la question de l'immigration, alors que il ne s'agit pas d'une question d'immigration, il s'agit de la question de l'indépendance et de la souveraineté nationale. Et il se lance dans des considérations un peu glauques, etc., du style qui ne veut pas que l'Allemagne devienne une ville turque, etc. Et au passage, d'ailleurs, mais je vais y revenir dans un instant, au passage, il élude complètement le rôle de l'Union européenne, des traités européens, de la Commission européenne, sur justement les problèmes migratoires rencontrés en France. Il fait comme si ça n'avait rien à voir. Il prétendait faire passer l'identité de la France avant sa souveraineté. C'est-à-dire, c'est se moquer du monde, puisque comment pouvez-vous défendre votre identité nationale si ce n'est pas vous qui décidez de toutes les politiques, y compris de la politique migratoire? Et donc, maintenant, passons à la troisième fois où on lui a posé la question du Frexit. C'était il y a pas très longtemps, chez Berkoff, sur Sud Radio, et invité par André Berkoff qui l'interroge sur le Frexit. Et là, Zemmour va de nouveau s'opposer au Frexit avec des arguments que l'on va examiner à la loupe, parce que ce sont des pirouettes intellectuelles. Mais écoutons-le par petits morceaux. Pourquoi je me suis résolu à renoncer au Frexit ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que je pense que les Français sont contre. C'est fondamental. Les Français, majoritairement, sont contre. Voilà. Alors, premier passage. Zemmour nous dit qu'il faut être contre le Frexit pour toute une série de bonnes raisons, dit-il. Et la première des bonnes raisons, c'est parce que les Français sont contre. D'abord, qui assure que les Français sont contre ?
A-t-on jamais fait un référendum pour demander aux Français s'ils étaient pour ou contre la sortie de l'Union européenne? Jamais. Il y a même encore mieux, c'est que lorsque Emmanuel Macron, président de la République, s'est rendu en Royaume-Uni début 2018, Emmanuel Macron, interrogé par la BBC, la télévision britannique, donc début 2018, qui a demandé « Mais qu'est-ce qui se passerait s'il y avait en France un référendum sur le Frexit ?» Et Macron, président de la République, dit « S'il y avait un référendum sur le Frexit en France, probablement il serait gagné par les gens qui veulent sortir de l'Union européenne. » Écoutez. You always take a risk when you have such a referendum, just yes or no in a very complicated context. If France had a referendum, it might have had the same result. Yeah, probably. Macron pense qu'il serait pour. Moi, ce que je sais en tout cas, c'est que au moment du référendum de 2005 sur la Constitution européenne, les parlementaires avaient voté à 85% oui. C'est ce qui avait donc permis d'ailleurs à Chirac de se dire je vais faire un référendum là-dessus, convaincu que le oui l'emporterait. D'ailleurs, les sondages, à la fin 2004, disaient que le référendum sur le traité constitutionnel européen se l'emporterait haut la main avec 60, 65, 70% de oui. En définitive, à partir du moment où on a vraiment posé la question aux Français, et à partir du moment où il y a eu un débat qui a été un petit peu contradictoire à l'époque, parce que, notamment, il faut vous rappeler que Laurent Fabius, à la surprise générale, avait appelé à voter non, ce qui a permis au non d'être mieux représenté à la télévision. Les gens ont réfléchi, et en définitive, 55% des Français ont voté non. Donc l'argument de Zemmour, selon lequel il faut être contre le Frexit pour la bonne raison que les Français sont contre, c'est un argument qui est factuellement totalement tarabiscoté, et c'est une arnaque en fait, puisqu'on ne sait pas ce qu'en pensent les Français. La seule chose que l'on puisse sortir, ce sont des sondages, mais qui commande les sondages? Ce sont en fait des officines tenues par des milliardaires qui ont tout intérêt à ce qu'on reste dans l'Union européenne. Bon. Comme d'ailleurs aujourd'hui, tous les médias français chantent les louanges de l'Union européenne. Il n'y a pas un seul grand média que je connaisse, d'ailleurs regardez, est-ce que vous connaissez en France un média mainstream qui explique qu'il faut sortir de l'Union européenne? Non. Dans le meilleur des cas, j'ai eu un moment, pendant l'élection présidentielle de 2017, on m'a donné un petit peu la parole ici ou là, mais c'était aussitôt pour expliquer que j'étais complètement fou, que j'étais complotiste, conspirationniste, que ci et que ça, et donc de toute façon ce serait un désastre. C'était ce qu'ont vécu les Britanniques avec le Project Fear, le projet de la peur. La seule chose, c'est de faire peur aux gens. C'est d'ailleurs ce que va faire Zemmour dans la suite de l'entretien avec André Berkoff. On l'écoute là. Ils ont vu que le Brexit avait occupé la vie politique anglaise pendant 10 ans, qu'elle avait omnubilé, qu'elle avait obsédé la vie politique anglaise. Est-ce que ça marche mal en Angleterre? Attendez. Ouais, et que on n'a plus parlé d'autre chose pendant 10 ans. Moi, je veux qu'on parle d'immigration. Et les Français aussi. Je veux qu'on traite d'abord la question de l'immigration. Par ailleurs, vous aurez remarqué que, alors que les Anglais avaient voté pour le Brexit, la première raison des Anglais, c'était d'arrêter l'immigration. Oui, ça, ils ont pris une immigration encore plus grande et encore plus massive. Et vous voyez que quand le gouvernement anglais veut renvoyer les clandestins du droit d'asile en Rwanda, la cour anglaise, cher André Berkoff, anglaise, a interdit cela en fonction d'une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Vous voyez, il ne suffit pas de sortir de l'Union européenne. Donc vous voyez que le problème est beaucoup plus complexe et qu'il doit être réglé autrement. Arrêtons-nous ici. Il nous explique ensuite que le Brexit aurait omnubilé les Britanniques pendant 10 ans et que, notamment, ça aurait été au détriment d'une réflexion sur les questions migratoires. Et à peine a-t-il dit ça, qu'il explique que par ailleurs, l'immigration a fait partie largement des débats, donc c'est complètement contradictoire avec ce qu'il vient de dire. Et puis il explique enfin que même après le Brexit, le Royaume-Uni a des problèmes d'immigration massive, d'immigration illégale, mais ça n'invalide pas le fait que les Britanniques, en sortant de l'Union européenne, ont récupéré les manettes pour lutter nationalement contre l'immigration. Mais c'est dû à quoi? C'est dû au fait que le Royaume-Uni a été à la tête d'un empire géant, sous la reine Victoria. On disait en anglais « the empire on which the sun never sets », c'est-à-dire l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Vous savez qu'il y avait
des colonies britanniques au Canada, au XIXe siècle, notamment dans les Antilles, notamment toute l'Afrique de l'Est, quasiment de l'Égypte jusqu'à l'Afrique du Sud, avec la jonction faite par Cecil Rhodes et la Rhodésie, eh bien, il y a un fort appel de personnes de migrants venant notamment du sous-continent indien ou bien de grands pays d'Afrique comme le Nigeria, qui essayent d'aller en Angleterre. Le fait d'être sorti de l'Union européenne n'a pas changé l'attractivité du Royaume-Uni. Simplement, c'est maintenant au Royaume-Uni de lutter par lui-même sans dépendre des décisions prises par l'Union européenne. Et on continue maintenant sur ce que dit Zemmour. On a une dette énorme. Oui. 3 000 milliards Oui, on sait, oui. Et on a une désindustrialisation massive depuis 20 ans. Avec ça, ça veut dire que si on sort de l'euro, on va avoir une dévaluation énorme, on va avoir une hausse des prix énorme, on va avoir un déficit encore plus grand de la balance commerciale et de la balance des paiements, et donc une crise du franc, une attaque sur le franc, des taux d'intérêt qui vont encore augmenter pour payer notre dette, et donc un appauvrissement majeur. Monsieur Zemmour semble tout à fait ignorant du b.a.-ba de la théorie économique. Parce que tout simplement, si vous avez une monnaie nationale qui vaut moins cher, vous allez beaucoup plus vendre d'exportation et vous allez moins acheter d'importation. Donc ça fera baisser le déficit commercial. Mais ce qui est extraordinaire dans toute cette histoire, c'est que M. Zemmour nous dit on a une dette énorme. C'est dû à quoi ? C'est dû notamment au fait que la France enregistre des déficits commerciaux géants depuis des années, dus à l'euro, justement. Notre désindustrialisation est due à quoi ? Est due justement au fait que nous sommes dans l'Union européenne qui a laissé ouvert la libre circulation des mouvements de capitaux, donc feu vert à toutes les entreprises pour aller se délocaliser. C'est la première raison fondamentale. Et la deuxième raison fondamentale de la désindustrialisation, c'est que nous avons l'euro. Or, l'euro sur les marchés financiers internationaux, notamment vis-à-vis du dollar, est coté un peu à mi-chemin entre ce que serait le Deutschmark et le franc. Si on sort de l'euro, on va avoir une dévaluation énorme, on va avoir une hausse des prix énorme, on va avoir un déficit encore plus grand de la balance commerciale et de la balance des paiements, et donc une crise du franc, une attaque sur le franc, des taux d'intérêt qui vont encore augmenter pour payer notre dette, et donc un appauvrissement majeur. Ce qu'il ne dit pas, c'est que tout a un coût. Effectivement, actuellement, nous avons des taux d'intérêt qui sont relativement bas, et peut-être que si nous sortions avec la dette importante, on aurait une augmentation des taux d'intérêt, quoique Zemmour méconnaît complètement qu'il y aura à ce moment-là des négociations avec un certain nombre de partenaires, notamment le Fonds monétaire international, notamment la Banque centrale européenne, comment on sortira, et puis notamment les banques créditrices. Parce que ce qui inquiète beaucoup les marchés financiers internationaux, c'est d'abord et avant tout l'incertitude. Or, actuellement, on est dans une phase de plus en plus d'incertitude. Les grands marchés financiers internationaux préféreront certainement avoir une France sortie de l'euro, même avec ses inconvénients, mais dans laquelle il y aurait eu un accord, par exemple, de rééchelonnement de dette, d'abandon de certaines créances, comme ça a été le cas avec la Grèce, mais où on serait reparti sur des bases saines, alors qu'actuellement, personne ne sait ce qui va devenir l'euro, où les tensions entre les différents pays de la zone ne font que s'aggraver, ce que M. Zemmour cache soigneusement. Ensuite, Zemmour revient encore une fois à son dada. C'est la seule chose, en fait, qui l'obnubile. C'est pas le Brexit, c'est pas la situation économique française. Ce qui l'obnubile, c'est la question de l'islam. Et il nous dit qu'en fait, eh bien, ce qui le préoccupe, c'est une Europe devenue islamisée. Et il propose un blocus naval. Écoutez-le. Et nous pouvons prendre des politiques en commun. Nous pouvons, par exemple, faire un blocus naval ensemble. Et oui. Par ailleurs, face à la Commission de Bruxelles, et je finis, cher Romain Verkoff, face à la Commission de Bruxelles, dire clairement sur l'immigration, et d'ailleurs sur l'industrie aussi, mais sur l'immigration, nous reprenons notre souveraineté. Alors, ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'il reprend l'idée de blocus naval qui était exactement celui des affiches de Mélanie, une campagne justement sur le blocus naval. En fait, qu'est-ce qu'on a constaté ? On constate que jamais le nombre d'immigrants en Italie n'a été aussi élevé que depuis que Mélanie est arrivée au pouvoir. Et Mme Mélanie a annoncé récemment
qu'elle avait donné son feu vert pour faire entrer dans l'Italie 452 000 nouveaux migrants, notamment pour des raisons économiques. Madame Johansson, dont j'ai déjà parlé, qui est la commissaire européenne aux affaires intérieures, qui est suédoise, a expliqué qu'au cours de l'année 2022, il y a eu 3 900 000 nouveaux migrants venant dans l'Union européenne, dont 370 000, c'est un chiffre estimé, 370 000 migrants illégaux et 3 500 000 migrants légaux. Je comprends que Zemmour soit extrêmement gêné, ou Madame Marion Maréchal, ou Monsieur Bardella, ou Monsieur Ciotti, ou Monsieur Dupont-Aignan, ou Madame Le Pen. Ils sont extrêmement gênés de parler de ce sujet, puisqu'ils sont tous pour l'Union européenne. Regardez le dernier passage de ce que dit justement Zemmour. Que de plus en plus de pays européens, vous avez cité Orban, le Hongrois, qui a donné l'exemple, mais il n'est plus seul. Les Suédois, les Danois, même les Allemands désormais veulent reprendre en main leur politique migratoire. Là aussi, nous sommes les derniers à ne pas le faire. Il cite toujours le sempiternel exemple de Viktor Orban en Hongrie, et il cite également les Allemands qui auraient, selon lui, repris en main leur politique migratoire. Et effectivement, l'Allemagne a surveillé ses frontières de façon beaucoup plus attentive et a refoulé des illégaux. C'est que l'Allemagne, pour faire ça, a dû demander l'autorisation de la Commission européenne à titre exceptionnel et que la Commission européenne lui a donné une autorisation de faire ça pendant 10 jours et que ça a été renouvelé 1 ou 2 fois. Mais donc, ça n'est pas une politique de long terme, puisque ça contrevient fondamentalement à l'espace Schengen. C'est une espèce de clause de sauvegarde provisoire et en fait extrêmement éphémère. On peut dire de Viktor Orban que ça n'est pas un européiste convaincu. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, je suis d'accord. Mais ça n'est pas non plus quelqu'un qui milite pour la liberté et l'indépendance nationale de la Hongrie. Et donc, Viktor Orban essaye d'avoir une politique un petit peu chèvre-chou, un petit peu machiavélique, où il prend des positions qui peuvent être jugées comme hostiles et anti-européennes, qui peuvent être jugées comme souverainistes, mais l'expérience montre qu'en définitive, excusez-moi, mais il se vend au plus offrant. Et en fait, il fait monter les enchères. Il s'était déclaré prêt à mettre son veto au lancement de l'adhésion de l'Ukraine. C'était lors du dernier Conseil européen. Enfin, au bout du compte, il n'a pas voté contre. 10 milliards. 10 milliards d'euros, il s'est fait payer pour ça. Alors ça, c'est pas grandiose, hein. Moi, ça s'appelle... Enfin, moi, je dirais des mots plutôt désagréables, hein. Alors tout ça, c'est bien joué, enfin, mais c'est pas un mouvement de libération nationale. Ça n'est pas... C'est autre chose. Alors ça, c'est pour l'entrée de l'Ukraine. Mais maintenant, venons-en au fameux problème migratoire. Il y a une réaction de M. Zemmour que j'ai vue sur Twitter, qui est assez dingue, où il dit « Dès l'année qui vient, 500 000 nouveaux étrangers pourront encore débarquer sur le sol français avec la bénédiction de cette loi immigration qui porte si bien son nom. Elle confirme que l'immigration est la loi. C'est que les 10 000 migrants vont se transformer en 50 000 nouveaux migrants, d'après lui, puisqu'il part du principe que les 10 000 nouveaux migrants feront jouer ensuite le principe du regroupement familial. Je ferai remarquer à M. Zemmour que le principe du regroupement familial qui avait été lancé en France par Valéry Giscard d'Estaing, désormais, est une obligation européenne. Or, M. Zemmour, qui veut rester dans l'Union européenne, sera obligé d'appliquer la directive 2004-38-CE du regroupement familial. Tout ce que raconte Zemmour vise à quoi, en définitive ? Vise en fait à faire croire aux Français que l'on peut rester dans l'Union européenne, que le seul problème, c'est le problème de la migration, des migrations, et que ce problème-là peut être résolu sans aucun problème au sein de l'Union européenne. C'est pire qu'un mensonge, c'est une félonie. C'est vraiment jouer sur la méconnaissance que les Français ont des dossiers. C'est une arnaque. C'est une arnaque politique absolument terrible.
D'ailleurs, M. Zemmour, son rôle, en fait, dans la politique française, ça n'est pas, comme il le dit, d'aimer la France, etc. C'est pas vrai. Ça n'est pas d'être en faveur d'une civilisation judéo-chrétienne. M. Zemmour, en fait, son seul et unique objectif, c'est de faire croire aux Français que la France et l'État d'Israël sont alliés face à la même menace, qui est la menace musulmane islamiste. Quand je dis ça, je ne dis pas qu'il n'y a pas, évidemment, des actes terroristes en France, bien sûr. Mais M. Zemmour ne propose aucune solution, puisqu'il veut rester dans l'Union européenne qui, justement, favorise l'immigration. Moi, je me refuse de m'attaquer aux faibles. Je me refuse de m'attaquer aux immigrés. Je préfère, moi, m'attaquer aux organisateurs. Parce que les organisateurs dans cette affaire, c'est bien l'Union européenne qui organise la migration légale. C'est bien les médias qui sont tenus par des oligarques euro-atlantistes qui font silence sur ce qui organise la migration, les migrations en Europe occidentale. C'est la Cour européenne des droits de l'homme infiltrée par George Soros. Ce sont les États-Unis d'Amérique qui nous imposent, par l'intermédiaire de l'Union européenne, leur vision du monde, leur vision géopolitique du monde. Il est quand même extrêmement choquant de le voir monter sur ses grands chevaux en disant que la France est menacée de grands remplacements et de trouver par ailleurs très bien les opérations du Likoud et de l'armée israélienne sous l'autorité de Benjamin Netanyahou qui consistent à faire du nettoyage ethnique, c'est-à-dire en fait à faire du grand remplacement, à chasser les populations palestiniennes qui sont là depuis des siècles. Si ça, c'est pas un grand remplacement, c'est quoi ? Je crois que cette vidéo est importante parce que le travail de Zemmour est un travail d'une extrême nocivité parce qu'il détourne les Français de la seule vraie solution qui consiste, d'ailleurs c'est une évidence, à ce que les Français reprennent les manettes en main. Mais je m'adresse ici à toutes les personnes qui me regardent, qui m'écoutent. Il faut qu'elles regardent plusieurs fois cette vidéo, qu'elles le diffusent autour d'elles et qu'elles tombent finalement sur la conclusion qui est une conclusion d'une limpidité extrême. Si Asselineau ne passe pas dans les médias, c'est justement parce qu'il détient les clés de la sauvegarde de la France et les clés de la libération du peuple de l'emprise de l'oligarchie et notamment des grands groupes qui tiennent les médias sur eux. Voilà. Ne faites pas confiance jamais à un prétendu opposant politique qui passe en boucle dans les médias possédés par les milliardaires. Vive la République et vive la France.